Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de cet entretien spécial. Cela fait 64 ans que le Bénin, ex-Dahomey, a accédé à la souveraineté nationale et internationale, comme l'a rappelé l'écrivain Akil Elegbede. Je cite, « Au lendemain de son indépendance en 1960, le Dahomey a inauguré la valse des coups d'État à partir de 1963, considérée comme la cause de la pagaille politique qui a souvent fait le lit aux incursions des hommes entreillis dans le champ politique. Le pluralisme ou le multipartisme politique a été mis en déroute les années 70 avec la prise du pouvoir par les militaires. Mais en 1990, avec le retour de la démocratie, l'on assiste au retour du multipartisme intégral, sacralisé par des dispositions de la loi fondamentale. Fin de citation. De 1990 à 2024, ce système politique a donc fonctionné avec une refonte des partis politiques sous le régime du centre de la rupture, je voudrais nommer Patrice Talon, réduisant ainsi les centaines de partis connus avant 2016 à une dizaine mieux organisés, on peut le dire. Ce système pourrait être qualifié de multipartisme recadré. Multipartisme recadré, notre invité de ce plateau spécial Indépendance, nous le confirmera au cours de cet entretien pour donc comprendre en quoi tous ces changements du système politique contribuent au développement du Bénin. Nous avons invité pour vous le professeur Victor Prudent Tokpanou qui va répondre à nos questions au cours de cet entretien et qui porte sur le thème du parti unique au multipartisme intégral, quelle plus-value pour le développement du Bénin? Professeur Victor Prudent Tokpanou, bonjour. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs et spectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant du supérieur, vous êtes maître de conférences de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, ancien chef du département sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques FADES-P. Vous êtes ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous êtes actuellement député de la 9e législature. Une fois encore, merci pour votre présence dans ce studio. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Professeur, pouvons-nous commencer par une clarification de concept? Parti unique, multipartisme intégral, quelle différence? Oh, ben ça va de soi, c'est contenu dans votre question. Parti unique, c'est lorsque le régime politique ne s'appuie que sur un seul parti politique, qui est organisé du sommet à la base et qui est censé représenter toutes les composantes de la société. Vous y trouverez le mouvement des jeunes, les mouvements des femmes, les mouvements de tout ce que vous voulez, les artisans. Voilà, c'est ça le parti unique et qui culmine au sommet de l'État avec ce que l'on appelle le parti-État. Voilà. Et donc, le président de la République était le chef du parti, le président, chef de l'État, chef du gouvernement. Bref, il s'alignait tout. Et donc, conséquemment, le parti unique ne conduit qu'à la dictature. Alors que le multipartisme, c'est simplement le respect de la pluralité et de la diversité des opinions. Et c'est le fondement de la démocratie, parce que la pluralité et la diversité autorisent que l'on puisse s'organiser autrement. Étant entendu, par ailleurs, que le parti politique est défini comme un groupement d'hommes et de femmes, une association d'hommes et de femmes dont l'objectif est triple, conquérir, exercer, conserver le pouvoir politique. Voilà. Et donc pour ça, si vous n'avez qu'un seul parti, ça veut dire que tout le monde pense la même chose. Et si vous avez un multipartisme, ça veut dire que tout le monde ne pense pas la même chose. C'est aussi simple que ça. Professeur, 13 présidents se sont succédés à la tête de notre pays de 1960 à 2024. Vous avez suivi mon introduction. Qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Mais écoutez, ce qui a le plus retenu mon attention dans votre présentation, c'est le lien. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais le lien que vous faites entre le système partisan et le développement, le supplément de développement, le lien. Et c'est vrai que moi, je ne m'avancerai pas aussi catégoriquement que ça, de façon. Je pense que c'est beaucoup plus complexe, puisque il est évident que dans l'histoire humaine de l'homme, on a constaté des régimes dans lesquels un parti unique a contribué au développement. C'est le cas de la Chine, sous nos yeux. Et c'est le cas probablement, certainement de la Chine. C'est la Chine qui incarne le plus cette tendance aujourd'hui. J'étais tenté de citer le Rwanda, mais je ne le ferai pas parce que cela suppose que je conclue que le Rwanda est développé, ce qui n'est pas le cas, le développement étant beaucoup plus complexe que cela. Et dans le même temps, la plupart des démocraties sous nos yeux qui contribuent à développer leur pays. Voilà. Je citerai l'exemple de la Namibie. C'est un peu loin de chez nous, mais c'est un exemple parfait où les Africains montrent qu'on peut se développer dans un contexte démocratique, contrairement à ce que beaucoup de gens affirment. Et donc, il n'y a pas un lien aussi catégorique et antagonique qui supposerait que le parti unique favoriserait le développement alors que le multipartisme ne le ferait pas, ou vice-versa. Voilà. Donc, quand je vous ai écouté, je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas m'amener sur ce terrain-là. D'accord. Professeur, vous avez suivi un peu l'évolution politique du Bénin avant les années 70. On a vu quand même, je ne sais pas si on va appeler ça cacophonie. À quoi rimait ce système politique? Écoutez, c'est simplement parce que, me semble-t-il, il y a sans doute beaucoup d'explications, mais ce qui m'a semblé déterminant, c'est que l'idéologie qui unissait les acteurs politiques des années 50 à 60, disons même 40 à 50, pas exactement 40, disons au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc disons à peu près à partir de 46, c'était la volonté déterminée d'aller vers l'indépendance. Le principe de l'autodétermination des peuples, les peuples à disposer d'eux-mêmes, voilà, c'était ça qui unissait les acteurs politiques. Mais une fois qu'ils ont obtenu les indépendances, évidemment, on est revenu dans un jeu normal, c'est-à-dire la pluralité des opinions, la pluralité, la diversité des opinions. Et c'est peut-être là que ça n'a pas été suffisamment canalisé. Et je pense, pour être sûr de ne pas trop me tromper, je pense qu'il a manqué à cette période-là ce qui manque aujourd'hui aussi, c'est-à-dire un vrai débat idéologique. Et comme la nature a horreur du vide, l'absence du débat idéologique a conduit naturellement au développement d'une idéologie unique qu'on appelle l'ethnicisme. Donc le fait d'aller vers une démocratie fondée sur les débats ethniques a cristallisé la vie politique béninoise en trois grands pôles. Il y a le pôle du Nord, symbolisé, incarné par Hubert Maga à l'époque, le pôle du Sud, pour reprendre une expression très à la mode, le Sud global, mais bon, qui n'a rien à voir dans ce contexte, bien évidemment, incarné par Omar Igbe, et puis la zone sud-est, incarnée par Apiti. Voilà. Malheureusement pour le Bénin, ces trois n'ont jamais été en capacité de s'entendre. Et la seule entente qu'ils ont fini par avoir, c'était de se dire on ferait un monstre à trois têtes. Voilà. Ce qui n'était pas compréhensible aux gens à l'époque, un pays qui dit j'ai trois présidents et que nous allons passer à la tête les uns après les autres. Ça faisait un peu désordre. Et c'est là où l'armée a dit une dernière fois je vais prendre mes responsabilités, d'où le coup d'État de 1972 qui a
enfin installé une relative instabilité de 72 à 89. Et n'eût été la faillite économique, probablement ce régime aurait continué au-delà de 1989. Est-ce qu'on peut qualifier la période avant 1970 comme quand même une période où il y a eu le multipartisme? Non, non. Peut-être il y a eu le multipartisme de 1960 à 1972. C'est Paul, quand même. Oui, c'est ce que je dis. Oui, là, oui. Excusez-moi, oui, la période avant 1970. Voilà, oui, bien sûr. Parce que c'est Paul était dirigé par des partis politiques, à l'évidence. Mais nous avons eu un multipartisme à ce moment-là. Est-ce que cette façon-là, dont ces dirigeants voyaient les choses, dont ils voulaient diriger le pays, pourrait aider le pays à aller de l'avant? Évidemment, si vous n'avez comme idéologie que l'ethnicisme, si vous ne voulez incarner qu'une partie du pays, le Nord pour les uns, les Fonds pour les autres, les Goum et alliés pour les autres, enfin, évidemment, vous ne travaillerez pas dans l'intérêt du pays. Il faut aller au-delà. Et c'est justement pour ça qu'ils ont échoué. On ne peut pas dire que de 1960, année des indépendances, à 1972, on ait fait un bond de développement qualitatif extraordinaire. Ça se saurait. Ça n'a pas été le cas. Bon. Mais la question, c'est de savoir aussi si de la stabilité retrouvée, le parti unique de 1975 à peu près, puisque 72 a été le coup d'État, 75 a été l'option marxiste-léniniste. La question est de savoir si de 72 à 89, on a eu un développement. Je vous retourne la question. Non, je pense que non. Nous avons connu un parti unique. Oui. Maintenant, tout dépend de ce que l'on met dans le développement. Évidemment, on ne peut pas dire. Il y a quelque chose d'important à ne pas confondre avec le développement, c'est la progression, c'est le progrès naturel. C'est-à-dire que de toute façon, Cotonou de 2024 n'est pas le Cotonou de 2016. D'accord. Vous qualifiez ça du progrès naturel ou du développement? Oui, enfin du progrès. D'accord. Oui, parce que le développement, c'est plus que ça. D'accord. C'est au niveau du PIB, c'est beaucoup de facteurs à prendre. C'est beaucoup de choses. Le développement est complexe. Et pour ce que l'on sait aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions, ce qu'on appelle le développement culturel, le développement social, le développement humain, le développement économique, le développement durable, le développement humain durable. C'est beaucoup de choses à la fois, et donc surtout ne pas faire l'amalgame, on peut dire ça comme ça. Faire croire que la construction sur le plan des infrastructures suffit à parler de développement. N'est-ce pas une chance pour le Bénin, pour les Béninois, d'avoir connu le multipartisme avant le parti unique? Et qu'est-ce que le parti unique a alors concrètement apporté au Bénin aujourd'hui, si vous regardez dans le rétroviseur? Oh, il y a beaucoup. Ça, c'est faire c'est comme si vous regrettiez la période dictatoriale. On ne regrettera pas cette période, professeur. Non. Mais vous l'avez dit tantôt, vous avez dit qu'il y a des pays qui sont allés au développement avec le parti uni. Vous avez cité la Chine. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas une façon de demander à ce qu'on retourne au parti unique, loin de là. Mais c'est de voir ce qui a été positif, parce que nous verrons également ce qui a été négatif pendant cette période. Si vous me demandez comme ça ce qui a été positif, moi j'ai le souvenir de l'école, des réformes au niveau de l'école, qui pour moi permettaient d'aller vers un système plutôt original qui tienne à la fois compte de notre culture, aussi bien au niveau de la langue, au niveau des us et coutumes, etc. Il y avait aussi ce côté pratique. La coopérative scolaire. C'est ce que j'appelais le côté pratique. Il y avait ça qui était forcément bon, peut-être qu'il fallait sur certains aspects les améliorer, mais toujours est-il qu'on ne peut pas dire que c'était négatif. De la même manière, ce que moi j'avais beaucoup aimé, même si je n'ai pas eu l'occasion de le faire, c'est le service militaire. Le service militaire. Je fais partie de ceux qui considèrent que le service militaire est probablement l'endroit idéal pour former au patriotisme. Et il n'y a pas d'État sans patriotisme. Il n'y a pas.
Et je pense que l'un des maux dont nous souffrons le plus, que ce soit au Bénin ou d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, et même de plus en plus dans certains pays européens qui reculent en la matière, c'est le manque de patriotisme. Cela suppose l'amour de la patrie, cela suppose le sens du sacrifice, cela suppose le respect du bien public, etc. Voilà. Le patriotisme, c'est un peu ça, que l'on puisse vibrer parce qu'on a entendu l'hymne national, ou alors qu'on puisse réagir spontanément quand on aperçoit le drapeau. Bon, voilà, ça s'apprend. Et quand vous ne l'apprenez pas, vous ne savez forcément pas avoir les mêmes réflexes. Donc moi, j'ai toujours pensé que de ce point de vue-là, c'était une très bonne chose, le service militaire. Mais j'ai compris aussi que ça nécessitait beaucoup de moyens financiers et que pour que cela marche, il fallait un régime, enfin une économie qui puisse soutenir cela. Et que si ça a fini par s'arrêter à l'époque, c'est parce que nous sombrions progressivement dans une crise économique. Et donc l'État n'avait plus les moyens financiers d'accompagner ça. C'était dommage. Mais c'était une crise économique généralisée, donc c'est aussi facile à comprendre. Alors, certainement, les points négatifs, on va également en parler. L'opinion, vous n'avez pas droit d'exprimer directement votre opinion si ça ne va pas dans le sens du parti au pouvoir. Bien sûr, c'est le propre des dictatures. Dès l'instant où vous muselez la population, vous empêchez l'exercice des libertés fondamentales que sont les libertés d'expression, de pensée, d'association, etc. Vous faites vous-même le lit des contestations douces dans un premier temps qui deviennent violentes au fur et à mesure que les failles de votre propre système commencent par apparaître. Et donc, effectivement, ce n'est pas seulement à notre régime, mais c'est à tous les régimes dictatoriaux que ce reproche est fait, l'absence de liberté qui, en fait, contribue à l'épanouissement individuel. Et qui, mieux qu'un individu épanoui, peut contribuer efficacement à l'épanouissement de l'économie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc, professeur. c'est important, c'est fondamental. Très bien. Alors, en 1990, on a eu la conférence des forces vives de la nation et qui a conduit à l'instauration de la démocratie. Mais comment expliquez-vous cette explosion de nombre de partis politiques au Bénin de 1990 à 2016? Oh ben ça, c'est la conséquence du débat sur le multipartisme. Le multipartisme peut-il être contrôlé, encadré, comme vous avez dit tout à l'heure dans vos propos introductifs? Moi, je parlerai plutôt de rationaliser. Ou intégral, voilà. Peut-il être intégral ou encadré ou limité? On a eu toutes les expériences. Au Sénégal, on a limité les partis à 3, mais à ce moment-là, c'était parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait 3 grandes idéologies. Il y avait le communisme, il y avait le libéralisme, et puis entre les deux, le socialisme qui ne se veut pas aussi radical que le communisme. Voilà. Donc il y avait le parti du président Senghor qui lui-même se voulait parti socialiste, le parti d'Abdoulaye Wade qui était le parti libéral, et puis le troisième qui était celui des communistes. Bon. On a vu que, en tout cas, les Sénégalais ne s'en sont pas satisfaits, puisque la première occasion qu'ils ont eue de remettre ça en cause et d'aller vers le multipartisme intégral, ils l'ont fait. Ils sont revenus aujourd'hui au multipartisme intégral, ils ont levé les verrous de la limitation. Ça rejoint un peu les propos tenus par un de nos anciens au Bénin, le président Robert Dossou, qui disait que le multipartisme, il est intégral ou il ne l'est pas. Bon, effectivement, quand vous l'encadrez, ce n'est plus du multipartisme. Et donc, le multipartisme intégral autorise à avoir autant de partis que l'on veut. Les gens se plaignent souvent de la prolifération des partis chez nous, souvent parce qu'ils ne font pas une étude comparée. En France, il y a plus de partis qu'au Bénin.
bien sûr. Il y a plus de 600 partis au Bénin et en France. En France. Aux États-Unis, il y a des milliers de partis. Mais en réalité, c'est l'organisation du système politique qui fait qu'il y a une tendance naturelle vers le regroupement, soit parce que justement vous n'avez pas les moyens. Quand vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, vous ne pouvez pas seul être un petit parti et pouvoir couvrir tout le territoire. C'est impossible. Donc ils ont mis en place un système électoral, État par État, qui fait que si vous voulez réellement couvrir tout le territoire, vous êtes obligé d'avoir des partis nationaux. Et pour avoir des partis nationaux, il faut avoir les moyens. Pour avoir les moyens, il faut se les donner. Voilà. Donc il y a un enchaînement qui se fait. C'est pareil en France. C'est pareil dans toutes les grandes démocraties. Sauf chez nous, où dès le début, on a soigneusement évité de financer publiquement les partis politiques. Ce faisant, les ayant laissé le financement des partis politiques à la charge de leur président, on s'est retrouvé avec beaucoup de présidents qui n'avaient pas les moyens de couvrir tout le territoire. Et donc, ils se sont soit départementalisés, soit communalisés, soit souchés sur des arrondissements, parce qu'il y a même des partis qui ne regroupent que des arrondissements. Quand vous prenez les grands partis de l'époque, ils étaient au mieux départementalisés, avec un semblant de nationalisation ou de régionalisation, mais en réalité, ils étaient tous départementalisés. Le PRD était très puissant dans les départements de Louémé et du Plateau. Le PSD l'était dans le Mono et le Koufou. Le MADEP, après, a arraché les plateaux au PRD. Et puis au nord, vous avez les partis qui permettaient de couvrir soit les départements de la Donga et de la Liborie d'un côté, Faalafia, etc. Donc en fait, le verre était dans le fruit, puisque dès le début, on a enclenché une démocratie, évidemment dans un contexte historique où l'État ne pouvait pas se permettre le luxe de financer publiquement les États et les partis politiques. Parce que je rappelle à ceux qui l'auront oublié qu'en 1989, si le président Kérékou a accepté d'aller à la conférence nationale, c'est aussi parce qu'il y avait une crise économique qui l'avait empêché de payer les salaires. Il y avait jusqu'à 12 mois d'arriérés de salaire. Et donc la préoccupation en 1989-1990, ce n'était pas de financer les partis politiques, mais c'était de voir comment retrouver les moyens pour payer les arriérés de salaire, redresser l'appareil économique. Et donc, personne à l'époque, de façon légitime, ne pouvait poser le problème du financement public. Ce n'est pas qu'ils ne le savaient pas, ils le savaient. Mais pour des raisons historiques, on ne pouvait pas régler ce problème. Et comme la nature a horreur du vide, comme je disais tantôt, la politique a besoin d'argent, le financement public n'existe pas, et donc, c'est substitué au financement public, le financement privé. Et c'est ça qui a fait aussi que nous avons eu cette prolifération de partis. Par contre, ce qu'on n'a pas su faire, peut-être aussi par complicité collective, c'est qu'on n'a jamais été capable, à un moment ou à un autre, de redresser la barque. Qu'est-ce qu'on devait faire alors? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant depuis 2016. Avec les réformes de 2019, nous avons le financement public. Désormais, c'est fixé. C'est contenu dans la Constitution, c'est contenu dans la loi, et les actes réglementaires ont été pris, notamment les décrets, pour leur application. C'est important, mais pas suffisant. Il faudra continuer. Et donc aujourd'hui, fatalement, quand vous faites attention, vous avez des partis qui, grâce aux élus qu'ils ont obtenus, sont plus financés publiquement que d'autres. Ça permet d'avoir un avantage évident sur le terrain en termes de mobilisation. Après, il faut voir comment on contrôle le financement privé additionnel, ce qui n'est pas encore le cas. On aura le temps d'approfondir cet aspect-là aussi en temps utile. Pour l'instant, nous sommes dans une phase où on a posé les premiers jalons du financement public. Il faut déjà s'assurer que cet argent est bien utilisé,
conformément au cahier de charges, et parce que c'est de l'argent public. Et veille aux redditions du compte. Et voilà, la Cour des comptes est là pour ça, donc qu'elle fasse bien son travail pour ensuite créer la confiance qui permette d'aller plus loin dans ce financement. C'est important, sinon, et quand vous verrez que certains partis ont un financement public relativement important, qui leur permet de déséquilibrer la compétition avec ceux qui n'en ont pas, la recherche du financement public deviendra importante pour tous les partis. Et donc, s'ils s'assurent que seuls, ils ne peuvent pas avoir, par exemple, les 20% ou les 10% qui leur permettent d'avoir droit à ces financements-là, ils vont devoir se regrouper. Et ça aussi l'objectif. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays occidentaux. C'est le financement public qui oblige à aller vers le regroupement, parce que sinon vous aurez des concurrents qui, eux, seront financés par votre argent, c'est-à-dire les impôts que vous payez, pour vous combattre. Et donc vous allez vous dire, il vaut mieux se mettre ensemble pour que cette situation ne se produise pas. La pléthore de partis politiques dans un pays contribue à la vitalité, à l'animation de la vie politique. On a des points de vue divergents et ça va de partout, ça fait réfléchir, comme le dirait l'autre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux de rester dans cette dynamique et de trouver les moyens de financer, même si l'on a 50 partis? Non, je pense que il faut bien faire la nuance. Le financement des partis n'interdit pas la création des partis. Si les Béninois veulent, aujourd'hui, ils peuvent à nouveau avoir 300 partis. Ils le peuvent. L'essentiel, c'est qu'ils répondent aux critères fixés par la loi, notamment la charte des partis pour la création des partis. Une fois qu'ils l'ont fait, il faut ensuite qu'ils puissent apporter la preuve au cours d'une élection qu'ils sont capables de réunir 10%. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Simplement parce que une chose est la pluralité de l'expression, une chose est la gestion du pouvoir politique. Si vous voulez gérer le pouvoir politique, il vous faut une représentation minimale, disons à minima. Si vous n'êtes pas capable de réunir 10% dans un pays, vouloir le gérer, c'est quand même prétentieux. Il faut avoir au moins 50 plus 1 pour avoir la majorité de gérer un pays. Et donc, je pense qu'il est important de financer, et pour financer, de fixer des critères qui sont nécessairement sélectifs, et que dans le même temps, on n'interdise pas la création des partis. Parce qu'un parti qui est créé aujourd'hui et qui n'a pas de financement peut, dans 20 ans, 30 ans, gagner de l'espace politique, devenir peut-être même le parti majoritaire, et donc à ce moment-là, accéder à plus de financement, alors que 20 ans auparavant, il aurait voulu qu'on modifie les règles juste parce qu'il voulait aussi avoir un soutien. Et il se rendra compte à ce moment-là que c'est pas si mauvais que ça. Comme je dis, l'essentiel, c'est de ne pas empêcher la création des partis. Et pour l'instant, ça n'est pas interdit au Bénin. Au début, on en a 2. Pour l'instant, on a 3 à l'Assemblée nationale. Rien ne dit que demain, on ne puisse pas avoir 4, puisque dans le principe absolu, jusqu'à la loi de 2023, fin de 2023, c'était 10% qu'il fallait avoir sur le plan national. Tout à fait. À 10%, ça supposait qu'on pouvait avoir jusqu'à 10 partis représentés à l'Assemblée. 10 fois 10, ça fait 100. Maintenant, on est passé à près de 20%. Donc, ça veut dire qu'on a 5. On peut avoir jusqu'à 5 partis à l'Assemblée nationale. Mais bien évidemment, les choses ne se passent pas de façon mécanique. Ce n'est pas parce qu'on a mis 20% qu'un parti n'aura que 20%. Il peut avoir jusqu'à 30, 45%. Ce qui fait que, bon an, mal an, ça va tourner entre 3 et 5. Très bien. Alors, professeur, je parlais de multipartisme recadré ou encadré, mais vous avez parlé, plutôt vous préférez le multipartisme rationalisé.
En quoi aujourd'hui ce multipartisme rationalisé participe à une plus-value du débat politique, puisque vous disiez tantôt qu'il y a absence de débat idéologique? Oui, je pense qu'il y a deux avantages essentiels. Hein. Le premier, c'est dans le débat parlementaire. Vous savez, quand vous avez 10 ou 15 groupes parlementaires, lorsque vous faites venir un budget, vous avez 15 négociations à faire. C'est-à-dire avec chaque groupe parlementaire, ou le nombre de groupes parlementaires qui vous permettront d'avoir la majorité absolue de 50 plus 1. Et donc, c'est encore plus facile de faire une négociation à 3 qu'une négociation à 15. Ça n'a l'air de rien, mais il faut la pratiquer pour savoir de quoi il s'agit. Et donc, pour moi, c'est bien parce que dans le même temps, quand je dis qu'il faut la pratiquer pour savoir de quoi il s'agit, c'est les conditions des négociations. Si vous allez demander le soutien d'un groupe parlementaire qui vous pose des conditions que vous ne pouvez pas remplir dans l'intérêt du pays, vous risquez de ne pas avoir votre budget. Donc c'est plus facile à l'arrivée d'avoir à échanger, à discuter avec 2 ou 3 groupes majoritaires à l'Assemblée nationale plutôt que 15. Ça, c'est le premier avantage dans le fonctionnement démocratique de l'État. Ensuite, il y a une dimension sociologique relativement importante. C'est quoi? C'est que les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais chez nous, nous avons ce que j'appelle une société de méfiance. Les Béninois se méfient trop l'un de l'autre. C'est une société de méfiance, alors que nous devrions avoir comme idéal la construction d'une société de confiance. Et l'une des dimensions non avouées qui expliquait la multiplicité des partis politiques était là aussi, mais personne n'ose le dire. On préfère, quand on veut faire la politique, créer son propre parti, plutôt que d'aller se mettre sous l'autorité d'un autre avec qui on risque de ne jamais s'entendre. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait de restreindre le nombre par des conditions suffisamment dures nous oblige à apprendre à travailler ensemble. Nous avons besoin de travailler ensemble. Et c'est peut-être subtil à comprendre, mais il y a aussi l'amour de l'État, du pays qui apparaît dans cela. Quand on est capable de se mettre ensemble pour travailler, on aime collectivement son pays. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on y arrive là? C'est la phase, on n'est qu'au début. Les fameuses lois de rationalisation de la vie politique datent de quand? 2019 au mieux. 2019 au mieux. Il faut attendre leur plein effet, probablement dans 10, 15, 20 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réformes ne sont intervenues qu'à peu près 30 ans, à peu près, un peu moins de 30 ans après le processus démocratique. Et donc la culture démocratique que nous avons est celle de ces premières années. Et donc maintenant, avec les nouvelles réformes, si elles sont maintenues, et je souhaite qu'elles le soient, vont indubitablement induire une nouvelle culture politique. Et ça, c'est important. Et c'est à ce moment-là qu'on appréciera le plein effet de toutes ces réformes d'aujourd'hui qui, en apparence, font croire qu'elles n'ont pas marché, que ça n'a pas donné ci, ça n'a pas donné ça. Et donc voilà, moi, comme j'ai dit, quand on veut évaluer un système, on l'évalue toujours par rapport aux objectifs qu'on lui a fixés. Et quelles sont alors les prouesses du pluralisme politique, je vais dire, du multipartisme rationalisé sous talon? Ça fait les deux. Est-ce qu'on peut parler des prouesses? Peut-être d'ailleurs que... Bon, d'abord, sur le plan du fonctionnement parlementaire, c'est forcément une prouesse. Et donc, on est passé de ces négociations ou de ces chantages politiques des années 90, 2000 et 2010 à
un peu plus de consensus important pour le fonctionnement de l'État. Ça, c'est un peu plus de sérieux aussi. Forcément, après, ça, c'est des jugements de valeur. Sérieux, bon, mauvais, bon, ça, c'est des jugements de valeur que je ne porte pas. D'accord. Mais que l'on parle de simplification de fonctionnement parlementaire, c'est pas un jugement de valeur. Et donc, je crois aussi, de l'autre côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'un des objectifs poursuivis, c'est aussi le fait de nous amener à travailler ensemble. Là, c'est déjà un peu plus difficile, mais les résultats ne peuvent s'observer que dans le moyen et dans le long terme. Je suis convaincu que ça viendra, à condition que les réformes soient maintenues. Les réformes assez mélancoliques, comme on le dit, certains sont contents, d'autres non. On parlait quand même un peu des réformes au niveau du système partisan. Aujourd'hui, c'est un peu plus corsé avec le code électoral. On a vu la position de la conférence épiscopale du Bénin. Je vous donne l'occasion quand même de parler de cette position de la conférence épiscopale. Alors, vous n'allez pas me transformer en commentateur de la conférence, enfin des propos de la conférence épiscopale. Qui pense qu'il faut revoir un peu les choses, qu'il faut revoir le code, parce que elle est un peu plus dure, plus corsée. Oui, leur position... Elle est un peu plus corsée, parlant du code. Oui, leur position est cohérente. Elle est cohérente par rapport à leurs objectifs, au diagnostic qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il est très important dans une société démocratique d'admettre la pluralité et la diversité des opinions. Si vous pensez que vous avez une opinion qui doit s'imposer à l'ensemble des composants de la société, vous vous trompez. Ce n'est plus démocratique. Ça devient dictatorial, ça devient pensée unique. Et donc, nous, on n'a jamais pensé cela. En conséquence, on ne peut qu'accepter qu'il y ait des opinions différentes. Mais ce n'est pas parce que l'opinion est différente qu'elle doit s'imposer à nous. Ça veut dire simplement que si demain, par le jeu démocratique, le clergé venait au pouvoir, il pourrait modifier comme il l'entend. Vous avez souri, vous avez compris qu'il y avait un peu d'ironie, je confesse. Mais c'est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas faire trop de diversion. Je pense effectivement que ce n'est pas parce que quelqu'un a une opinion différente de la vôtre que la vôtre ne tient pas. Moi, ce que je m'efforce à faire lorsque quelqu'un me parle, c'est la cohérence dans son opinion. Je peux ne pas la partager à la fin. D'ailleurs, c'est le propre des enseignants, peut-être une des formations professionnelles. Nous encadrons les étudiants, pas forcément pour qu'ils aient les mêmes opinions que nous. Non. On leur donne juste l'outil de la cohérence. Et on peut totalement être en total désaccord avec un étudiant, mais l'encadrer. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça que je reconnais qu'il y a une certaine cohérence dans la position de l'Église, parce qu'elle considère que à 20%, le code devient exclusif, ce qui, d'une certaine manière, était déjà à 10% aussi. Et c'était difficile. Et qui n'avait pas empêché les démocrates d'arriver au Parlement. Donc ça veut dire que c'est pas si exclusif, pas plus exclusif que ça. Ça l'est, je suis d'accord, parce qu'il y a des critères. Même les critères initiaux de la Constitution sont exclusifs. Si vous ne remplissez pas les critères, vous n'êtes pas qualifié. Donc, dès l'instant où il y a des critères, ça devient exclusif. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas y accéder. Donc, pour moi, ce n'est pas une critique fondamentale, c'est une critique de principe. Et ça, je comprends très bien. Professeur, vous parliez au début de cet entretien d'absence de débat idéologique. Est-ce que je vous ai bien écouté? Je pense oui. D'accord. Alors, comment devons-nous faire pour y arriver? Non, je pense qu'il faut qu'on y travaille. L'une des exigences du financement public aujourd'hui, qui est contenue d'ailleurs dans la charte des partis, c'est l'obligation qui est faite à chaque parti d'avoir une école de parti. Ça doit être le lieu de la formation, de la construction de l'idéologie du parti. Et
Quand je dis idéologie, c'est pas comme l'ont fait nos aînés dans les années 80-90. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aller copier les idéologies étrangères, dire qu'on est communiste parce que les Russes, les Soviétiques sont communistes, dire qu'ils sont libéraux parce que les Américains sont libéraux, dire qu'ils sont centristes. Voilà, parce que en France il y a un parti centriste, etc. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pour moi, l'idéologie c'est un corpus d'idées autour des questions essentielles d'une société qui répondent aux préoccupations du passé, du présent et qui se projettent dans l'avenir. C'est ça l'idéologie. Et donc dans un pays comme le Bénin, en admettant que nous ayons 3 partis, il y a des questions centrales. Je pense notamment à l'imposition. Voilà. L'assiette de l'imposition. Qui sont ceux qui doivent payer les impôts? Est-ce que c'est tout le monde? Si c'est tout le monde, d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans la catégorie de droite. Vous êtes dans les libéraux si on veut faire du comparé. Vous pouvez dire, personne ne paiera l'impôt parce que nous avons des ressources minières, des sous-sols qui permettent de satisfaire les besoins du pays. Donc, en conséquence, un peu comme l'a fait Kadhafi. Alors, on dit qu'il était communiste, en tout cas, parce que les citoyens ne payaient pas l'électricité, ils ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pas les... Voilà. Donc, c'était totalement à la charge de l'État parce que l'État exploitait suffisamment de pétrole pour prendre tout ça en charge. Ou dans la 3e catégorie, vous allez dire, bon, on va considérer qu'il y a une classe moyenne dans la société, des gens qui vivent un peu au-dessus de leurs moyens, donc ceux-là vont payer un peu plus la catégorie. Donc, automatiquement, vous avez 3 réponses à la même question, 3 réponses. Et si vous avez 3 réponses à la même question, vous avez donc 3 camps différents. C'est ça. Et ensuite viennent se greffer d'autres questions essentielles. Quel est le rôle de l'État dans l'économie? Il y a ceux qui vous diront, nous ne souhaitons pas que l'État intervienne dans l'économie. L'État n'est pas commerçant. L'État ne peut pas faire ci, l'État ne doit pas faire ci. Vous allez dans la catégorie de ceux qui pensent qu'il faut payer les impôts, que tout le monde doit payer les impôts. En face, il y a celui qui vous dira non, que dans l'économie, nous sommes des États faibles, des États fragiles, des États pauvres, et donc l'État doit être présent pour accompagner les sociétés naissantes, ne serait-ce que sur 50 ans. Certains diront dans les secteurs stratégiques, il faut impérativement la présence de l'État. Ça fait une 2e catégorie. Et dans la 3e catégorie, vous aurez ceux qui diront oui, mais voilà. L'État ne doit pas intervenir, mais pour des raisons stratégiques, il peut intervenir. Et donc, on accumule ainsi les questions essentielles. Et c'est l'ensemble des réponses apportées par chaque camp à l'ensemble de ces questions qui fait l'idéologie et qui constitue le débat idéologique. Ici, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Il faut que l'État, là encore... Est-ce que vous avez fait une proposition? Vous avez fait des propositions je me souviens au sein de votre parti politique? Je me souviens que dans les débats qui ont précédé le vote des lois de 2019, après le dialogue politique. Auquel j'ai été le rapporteur général, le débat sur l'idéologie s'était posé. Mais les députés l'ont rejeté. Donc c'est reparti au calendrier grec. Mais ça reviendra. Vous savez, quand dans les années 90, début 2000, moi je parlais du financement public, j'ai un ami, il se reconnaîtra quand il écoutera cette émission, il m'a dit, mais jamais on ne financera les partis politiques au Bénin. Jamais. Qu'ils ont déjà tout. C'est eux qui nomment ceux qui volent l'État, c'est eux qui nomment les postes essentiels de l'État. Et vous voulez encore, en plus de tout ça, qu'on les paye. On ne va pas les payer. Et aujourd'hui, de là où il est, il se rend compte qu'on paye et que ce n'est pas plus mal que ça. Voilà, donc je pense qu'il arrivera un moment où de toute façon le débat sur l'idéologie reviendra au cœur des échanges. Et comme je viens de vous le prouver très rapidement, on peut s'entendre pour avoir comme ça 10 questions essentielles auxquelles tous les partis ont l'obligation de répondre. Et si on se rend compte, parce que ça m'est arrivé moi de le faire, que sur des questions essentielles, tous les partis avaient les mêmes réponses. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de multipartisme. Ça va être aussi une conséquence. Et justement, vous appelez l'une de mes questions. Est-ce qu'on peut être en démocratie et se retrouver
dans un contexte de parti unique, comme vous l'avez démontré? La réponse est non, parce que là, on retombe dans la dictature. La réponse est claire dans mon esprit. Si vous tombez dans un contexte démocratique à un parti unique, vous n'êtes pas en démocratie. Et je n'ai pas en dehors de la Chine, peut-être il faut chercher en Asie, lointaine là-bas, la Mongolie et les autres, oui, où on prétend qu'on fait la démocratie et qu'on a un parti unique. Et c'est d'ailleurs pareil pour la Chine. J'ai en ma possession un livre idéologique de la Chine où on parle de la démocratie en Chine. C'est le titre. Oui, oui, bien sûr. Bon, après, évidemment, tout le monde sait que chacun met dans le mot ce qu'il veut. Mais on est bien conscient qu'à ce moment-là, on pervertit le terme. Ce n'est plus de la démocratie. Professeur, lorsque vous faites une projection sur le futur, tel que les choses se passent avec les réformes et tout, est-ce que vous avez le sentiment quand même que avec le multipartisme tel que c'est fait aujourd'hui, que nous appelons rationalisé, nous pourrons donc faire décoller le Bénin? Je pense. Mais dans le même temps, vous savez, moi, je ne sais pas si c'est... Je sais, c'est des formations professionnelles. Je suis un enseignant et j'ai le sens de l'autocritique. Et ça, c'est important, surtout quand on est personnage public, de temps en temps, de marquer un arrêt pour se poser des questions sur ce que l'on fait, parce qu'on a le destin commun, le destin collectif entre les mains. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il faudra que nous fassions le bilan de ce que nous sommes en train de faire. Quand on fait un bilan, il y a forcément d'ailleurs des choses, soit qu'on a mal fait, soit qu'on n'a pas fait du tout. Et je m'en rends compte d'ailleurs dans l'initiative gouvernementale en cours, la fameuse tournée de reddition de comptes, à plusieurs escales. Moi, j'ai bien vu, les populations ne disent plus ce que nous avons fait, ce que le régime en place a fait. Qu'est-ce que les populations disent? On a vu ça, on a vu, c'est très bien. On vous remercie pour ça. Dites au président que nous le remercions pour ça. Mais il n'y a que ça depuis. On va vous dire, mais moi, dans mon village, je n'ai toujours pas l'électricité. Moi, dans mon village, je n'ai toujours pas d'eau potable. Moi, dans mon village, je n'ai toujours pas de voie bitumée. Moi, dans mon village, je n'ai toujours pas le petit pont qui me relie aux voisins de l'autre. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui reste encore à faire. Et ce n'est que ça qu'on entend. Et c'est important que l'on entende ça aussi. On ne peut pas s'enfermer au Parlement, au gouvernement, dire qu'on travaille, on sait qu'on travaille, qu'on a des résultats et puis s'en contenter. Non. Il faut de temps en temps que ceux pour qui c'est fait, on aille vers eux, comme c'est le cas, qu'ils nous disent oui, nous avons vu ce que vous avez fait, puisque c'est visible. Nous avons vu aussi que si on l'avait fait plus tôt, vous n'auriez plus eu besoin de le faire, mais restez dans cette dynamique parce que nous avons des besoins encore et continuez. Ne dites pas, nous sommes venus vous voir pour vous dire, voilà ce que nous avons fait, nous allons nous coucher, à demain. Non, il faut qu'on puisse se dire, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui reste à faire, et on fait le compte-rendu à qui de droit et à lui maintenant de savoir comment prendre en partie encore tout ce qui reste à faire et pouvoir le faire dans l'intervalle du temps qui lui a été imparti par la Constitution. Du parti unique au multipartisme intégral, on s'est retrouvé donc au multipartisme rationnel, on peut le dire. Rationalisé. Je préfère. Et quelle plus-value donc pour le développement du Bénin? Je crains de revenir sur les mêmes choses, mais voilà. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que véritablement on peut se bomber le torse de l'avoir fait, puisque le président de la République avait exprimé le vœu d'avoir des partis, des regroupements de partis politiques. Et moi, je pense que oui. Quand je vois notre Assemblée, j'en suis fier. Et j'en suis fier parce qu'il y a un parti majoritaire, même s'il n'a pas la majorité absolue, il a la majorité relative, c'est le parti auquel j'appartiens. Donc l'UPR, nous sommes 55 sur 109, ça n'est pas rien.
Et les deux autres partis sont à égalité de députés, 28 chacun. Et je suis fier de voir que nous avons une opposition. Ce que ne pourrait pas dire... Une vraie? Les démocrates, pour moi, c'est une vraie opposition. Parce je pose la question, parce que on entend dans l'opinion publique des gens dire, opposition fabriquée. Non, on ne peut pas dire ça. Avec les débats à l'Assemblée nationale, vous y êtes, est-ce que vous nous confirmez que c'est une vraie opposition? Oui, c'est ce que je crois. Et puis les Béninois suivent les débats à l'Assemblée nationale, c'est en direct. Peut-être m'a-t-on dit, depuis une semaine, ça risque de ne plus être le cas, mais sinon le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a mis un point d'honneur à construire ce qu'on appelle dans le jargon l'Assemblée la plus transparente. C'est-à-dire que oui, et tout ce qui se fait sont en direct sur la télévision, à la télé, à la radio, même lorsque vous êtes député, que vous avez un empêchement de dernière minute, vous pouvez suivre les débats parce que voilà, c'est accessible, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y a des gens qui étaient des députés qui sont dans une obligation parallèle, qui sont en train de travailler sur un autre chantier, suivaient le débat. Ils ont appris qu'on allait aborder un point, et tout à fait cessant, ils sont arrivés parce qu'ils avaient une opinion à défendre sur ce point-là. Voilà. Donc je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, aucune œuvre n'est parfaite, comme dirait l'autre. Et donc, oui, s'il y a encore des améliorations à faire, il faut les apporter. Et, comme on dit chez nous, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, parce que de toute façon, l'homme a une durée de vie limitée sur Terre, donc vous ne pouvez faire ce que vous pouvez que dans le cadre de la durée de vie que Dieu vous aurait accordée. Donc, pour ça, il faut faire ce qui doit se faire, voilà. Nous réalisons cet entretien dans le cadre de la célébration des 64 ans d'indépendance. Nous célébrons les 64 ans de l'indépendance du Bénin. Professeur, vous ne m'en voudrez pas de vous poser cette question. Est-ce que le Bénin est indépendant? Ça dépend de ce que vous appelez indépendant. Je pense que le Bénin est indépendant parce que il a des attributs de souveraineté. Mais si vous parlez de l'indépendance dans l'absolu, je vous surprendrai en disant qu'aucun pays n'est absolument souverain. Même les États-Unis dépendent beaucoup de ceux qui achètent ce qu'ils produisent, ce qui est en surconsommation, faute de quoi ils risqueraient de connaître une crise économique. Les États-Unis ont une grosse dette qui est détenue par la Chine et par des États étrangers, donc ils ne sont pas totalement souverains dans leurs décisions. C'est pareil pour nous. Sauf que le niveau de dépendance est encore un peu plus grand que les États-Unis. Pas un peu plus grand, beaucoup plus grand que les États-Unis, il faut l'admettre. Mais dans le principe de la souveraineté, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. La preuve, c'est que si demain nous voulons faire quelque chose, nous n'attendrons pas une autorisation de Paris, de Londres, de New York ou de Washington avant de le faire. Nous le faisons. Voilà, nous allons faire demain notre fête de l'indépendance. Nous aurons des messages de soutien, nous aurons des invités. C'est la preuve que nous sommes indépendants. Professeur, nous sommes au terme de cet entretien et qui est allé très vite. Vous n'avez pas, on n'a pas vu le temps passer. Je n'ai pas encore transpiré. Et vous n'avez pas transpiré. Je ne vous ai pas fait venir ici pour transpirer, mais c'est pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Et vous avez vu, le temps est vite passé, professeur, mais quel message avez-vous adressé aux Béninois qui, à 64 ans d'indépendance, se plaignent encore de ne pouvoir pas satisfaire leurs besoins fondamentaux? À ces gens-là, je compatis. Il est évident que ce n'est pas une partie de plaisir que de ne pas pouvoir satisfaire à ses besoins. Ce n'est pas parce que nous appartenons, nous, à une certaine catégorie sociale que nous pouvons au mieux satisfaire nos besoins que nous allons nous réjouir d'une telle situation. C'est tout le but de la politique. La politique, c'est comment faire pour arranger globalement la situation individuelle et collective des citoyens. Et donc, oui, s'il y a des choses à faire, il faut continuer de le faire. C'est ce que nous faisons, et c'est pour ça que je vous disais l'intérêt de cette tournée qui est en cours, parce que moi, j'ai découvert que ce n'était pas
seulement dans l'esprit dans lequel nous on est partis sur le terrain, à faire savoir ce que nous avons fait. Mais les populations se sont accaparées de ces séances-là pour nous dire merci pour ce que vous avez déjà fait. Mais comme on dit, c'est une formule qu'on écoute souvent. Tant qu'il reste à faire. Tant qu'il reste, rien n'est encore fait. Et donc, du coup, voilà. Et si nous avons des échanges de cette nature plus souvent, il est évident que nous irons plus à l'essentiel que vers le superficiel. Donc, c'est ce qu'il faut continuer de faire. Votre mot de la fin. Mais je vais souhaiter une très belle fête d'indépendance à chaque Béninoise et à chaque Béninois. C'est ce qui nous relie tous, malgré nos différences sociales, culturelles, géographiques, que nous soyons au Bénin ou à l'étranger, que la fête soit belle. Ne pensons qu'à la fête. Après la fête, reprenons nos querelles. Mais pour l'instant, joyeuse indépendance à toutes et à tous. On retient de ce débat, professeur Victor Prudent Tokpanou, que le Bénin fait des efforts et donc aujourd'hui, avec le multipartisme que nous avons qualifié de rationaliser, il y a de l'espoir pour donc mieux faire les choses politiquement parlant. Vous avez insisté que le reste à faire, c'est d'instaurer le débat idéologique. Alors, merci d'être venu, cher professeur. Nous avons parlé du parti unique au multipartisme intégral. Quelle plus-value pour le développement du Bénin? Vous avez répondu à toutes nos questions. Vous êtes enseignant du supérieur, vous êtes maître de conférences de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez été chef du département sciences politiques, un département que vous avez créé, si je ne me trompe, c'est cela? Que j'ai contribué à Vous avez créer. contribué à créer, vous avez contribué, voilà, le premier dirigeant de ce département. Oui, on parle de la faculté de droit et de sciences politiques, FADESP, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, actuellement député de la 9e législature. Vous êtes membre de l'Union progressiste, le Renouveau. C'est cela. Professeur, merci d'être venu dans ce studio répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, merci pour l'intérêt que vous avez manifesté à suivre cette émission de Bout en Bout, cet entretien de Bout en Bout. Merci de rester en compagnie de nos programmes pour suivre les autres débats prévus dans le cadre de la célébration de la souveraineté nationale et internationale de notre pays. Bonne suite de nos programmes et portez-vous bien.